Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode numéro 35 du Lebanese Biodiversity Podcast. Je m'appelle Mira et je suis entomologiste. Mon invité aujourd'hui est professeur Nabil Nemej, entomologiste et ingénieur agronome. Avec son expérience d'une vingtaine d'années dans l'entomologie forestière, il nous parle aujourd'hui des insectes ravageurs les plus importants en milieu forestier au Liban. Nous allons aborder leur cycle, les dégâts qu'ils causent, les causes de leur pullulation et enfin les méthodes de lutte. Ok, allons-y. Bonsoir, اوكي docteur Nabil, دكور مش عارف. comment allez-vous? Ça va pas le مش هقعد في السايبة معك. Ok. Bonsoir, docteur, comment allez-vous aujourd'hui? Oui, bonsoir, bonsoir Mira. Ça va? Je suis heureux aussi de parler un peu de ce qu'est l'entomologie forestière au Liban. Je vais commencer juste un peu de parler de mon parcours. J'ai fait des études d'ingénieur agronome, puis je fais un master en entomologie, mais en entomologie agricole. Et puis, après mon master, en fait, j'ai travaillé durant 3 années sur un projet sur l'entomofaune des pins. Et comme ça, j'ai décidé que je voulais plus avancer dans l'entomologie plus forestière parce que il y avait en ce moment, c'est-à-dire je parle des années 98-99, il n'y avait aucune personne au Liban qui s'occupait des insectes qui sont dans les écosystèmes forestiers. D'accord, Bon, au début, moi, j'utilisais des pièges qui sont des pièges pitfall, etc., un peu de filet pour capturer les insectes dans les écosystèmes forestiers. Quelque chose au Liban qui m'a poussé, en fait, à s'enfoncer dans l'entomologie forestière et en plus de faire mon doctorat sur les insectes forestiers, sur les insectes qui attaquaient les cèdres au Liban. Et donc, j'ai débuté en fait mon doctorat en 2002, c'est-à-dire de 98 jusqu'à 2002, j'ai travaillé surtout sur des projets en fait sur l'entomofaune en général, mais dans des écosystèmes forestiers. Et durant ce temps, il y a eu le problème avec un insecte qui ravageait les cèdres dans le nord du Liban, dans un village qui s'appelle Tanourine. Et c'est comme ça que je me suis agrippé sur ce sujet qui était fort intéressant parce que c'était la première fois qu'on voit un insecte qui commet des dégâts aussi importants et qui menaçait en fait la survie des cèdres au Liban. d'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est l'entomologie forestière? Là, vous nous avez Oui, donné un oui. cas particulier de votre étude, mais comment on peut la Mm. définir en termes un peu plus généraux? Oui, donc l'entomologie forestière, c'est une branche de l'entomologie, donc la science qui étudie les insectes en général, en fait. Mais c'est surtout l'entomologie forestière, elle s'intéresse sur les insectes qui vivent dans les écosystèmes forestiers et leurs interactions avec les arbres, les plantes, les animaux et l'environnement. Le concept et l'entomologie forestière en tant que discipline, elle est très différente, par exemple, de l'entomologie agricole. L'entomologie agricole, donc, on cherche toujours, par exemple, une peste, un insecte ravageur, et on va chercher de l'autre côté, si on veut faire de la lutte biologique, les insectes auxiliaires. Dans D'accord. l'entomologie forestière, non, c'est un autre domaine. Et l'entomologie forestière, ce qui est plus intéressant dans l'entomologie forestière et qui n'est pas intéressant dans l'entomologie agricole, au moins pour moi, c'est que dans l'entomologie forestière, il y a une certaine dimension qui est absente dans l'entomologie agricole, qui est celle d'observer. Donc, l'observation dans l'entomologie forestière, c'est-à-dire d'aller dans des écosystèmes forestiers et rester pendant des heures, voire des jours, des nuits, et étudier un peu le comportement des insectes, c'est ce qui est très différent de l'entomologie agricole. Dans l'entomologie agricole, on ne regarde pas ça. On regarde juste les conséquences de l'attaque des insectes et on va chercher les méthodes de lutte. Dans l'entomologie forestière, non.
c'est plus un domaine où on devrait comprendre le tout. C'est-à-dire, c'est un écosystème où il y a les arbres, les animaux, dont les insectes aussi, et il faut étudier comment tout, ces interactions pour ce qui se passe au niveau des insectes forestiers. De ce que Euh, vous nous dites dans l'entomologie agricole, nous sommes vraiment focalisés sur l'intérêt économique de protéger nos cultures. Et donc, ça part toujours du dégât que les insectes ravageurs vont avoir sur notre culture. Et assez souvent, c'est l'élément le plus important dans la prise de décision. Et contrairement à l'entomologie forestière, où on prend plus de temps de regarder l'habitat au sens large et aussi les oui. perturbations dans l'habitat qui pourraient causer bah, d'éventuelles pullulations d'insectes ravageurs, par exemple. Ou aussi, aussi bien une extinction des insectes. Parce que dans le système forestier, c'est un autre système. Donc, il faut comprendre toutes ces interactions qui existent, qui peuvent en même temps menacer les insectes, c'est-à-dire avoir des problèmes d'extinction, parfois des insectes qui sont fort utiles à l'écosystème forestier, mais en même Oui, temps, parfois, il y a des insectes qui vont entrer dans des périodes de pullulation à cause d'un certain dérèglement. Et parfois, d'accord. ces dérèglements sont des cycles naturels. Yani. C'est pas toujours un dérèglement. Yani. Un dérèglement, c'est-à-dire, c'est ce qui se passe de nos jours avec les invasions, les insectes invasifs, avec ce qui se passe avec la globalisation, etc., avec le réchauffement climatique. Ça, c'est autre chose, en fait, ce que nous, ce que nous voyons de nos jours, c'est plutôt plus systèmes qui sont au-delà, en fait, de l'écosystème lui-même et au-delà de nous en tant que personnes qui viennent dans les forêts aussi. En gros, il y a déjà des cycles naturels, donc il y a déjà des fluctuations naturelles des populations d'insectes en milieu forestier, Oui. mais quand on parle Mm. d'invasion, souvent ça sort du cadre de ces fluctuations naturelles que la forêt va vivre. Donc ça peut être à cause du climat extrême, mais aussi, comme vous venez de mentionner, à cause d'un insecte invasif ou d'une espèce invasive qui s'introduit dans ce milieu. Oui, c'est ça, en fait. C'est le problème, en fait, de nos jours avec la globalisation en général et avec le réchauffement climatique. Mais en D'accord. fait, je voudrais aussi parler de ces cycles naturels des insectes forestiers. Parce que c'est très important. Parce que dans le milieu forestier, c'est pas comme le milieu agricole. Donc, les arbres poussent. C'est ça. Donc, les arbres, tous les plantes dans les forêts, ils sont en train de pousser. Donc, lorsqu'il y a une biomasse des arbres qui est en amont, donc, les insectes vont en profiter donc, c'est pour ça on parle de ces cycles. C'est les cycles, en fait, d'insectes, ils suivent la physiologie des arbres, en fait. Lorsqu'on a beaucoup de biomasse végétale et on a des insectes défoliateurs, les insectes défoliateurs vont voir que durant cette première année, les conditions climatiques sont convenables, etc. Donc, ces insectes, ils vont pondre plus et ils vont assurer donc une grande survie de leur progénie. D'accord. Donc, ce qui fait que on a des cycles de pullulation, parfois qui vont durer 2, 3, 4 années. Et puis, parce qu'il y a une réduction de cette biomasse végétale à cause des défoliations causées par ces insectes, les insectes vont aussi entrer dans une phase de dégradation. Donc, leur population va se diminuer d'une année à une autre jusqu'à arriver à un seuil ou à un équilibre et puis remonter de nouveau. Donc ça, D'accord. c'est les cycles, ce qu'on appelle des cycles naturels dans les écosystèmes d'arbres et la physiologie des arbres et tout ce qui est en fait dans cet écosystème forestier. Donc ça, si on parle des défoliateurs ou des insectes qui mangent ou bien sur les organes des arbres, que ce soit les feuilles, les fruits, l'écorce, etc. Donc tout ça va suivre en fait
avec les arbres. Si on a beaucoup des arbres morts dans la forêt, c'est naturel, en fait, d'avoir, par exemple, les foreurs de bois, en fait, que ce soit des coléoptères ou d'autres, qui Oui. vont augmenter en population. C'est naturel. Mais une fois cette décomposition, elle est assurée, on va avoir aussi une dégradation de ces foreurs de bois parce qu'il n'y a plus de nourriture pour les insectes. Donc, ça s'appelle les cycles naturels ou les cycles, ce qu'on appelle périodiques, qu'on observe dans les forêts. Ben, je voudrais Kempa, juste te parler d'un autre vas-y. phénomène qui peut se passer. C'est à cause, par exemple, de température ou d'humidité, certains insectes peuvent entrer dans des cycles qui sont des cycles longs, ce qu'on appelle des insectes qui entrent dans des cycles ou font des diaposes pluriannuelles. Ce n'est pas une diapose d'une année, mais une diapose qui va durer sur plusieurs années. D'après le dictionnaire de l'Académie française, la diapause est définie comme une suspension temporaire des processus de développement d'un être organisé. Alors concrètement, dans le cas des insectes, ça veut dire qu'au stade d'œuf, de larve ou d'adulte, l'insecte va sombrer dans une phase où il existe au ralenti. Il ne se nourrit plus, il ne bouge plus, en attendant que les conditions climatiques deviennent plus favorables et qu'il puisse continuer son cycle. Pour certains coléoptères, la diapause au stade larvaire peut se prolonger sur plusieurs années, ce qui permet aux adultes issus de cette génération de ne pas tous émerger en même temps, mais que certaines larves peuvent continuer leur diapause et émerger 2, 3, voire 5, 6, 7 ans plus tard. Donc, ça, en effet, c'est directement lié aux températures. Donc, si on a des années où les températures sont plus basses, en fait, et on n'a pas des températures assez élevées durant le printemps, si les insectes ne vont pas émerger et ils vont entrer dans des cycles de diaposes pluriannuelles. Et c'est ce qui fait, lorsque les insectes vont entrer dans des diaposes pluriannuelles, donc effectivement, il y aura des cycles qui vont être de 3 ans, 4 ans, parfois de plus. On parle aussi des cycles périodiques, par exemple des cigales. Mais le problème avec les cigales de nos jours, ces cycles sont interrompus parce qu'avant, les températures et tout ce qui est humidité, etc., c'était plus ou moins constant au niveau d'une certaine période d'année. Maintenant, d'une année à une autre, ça change beaucoup et c'est ce qui fait que même sur les cigales, qui ont des périodes de 13 ans ou de 17 ans ou de 7 ans, il y a maintenant c'est-à-dire des relevés de diaposes qui vont se faire avant ou la larve qui va compléter, ou les immatures qui vont compléter leur cycle de développement dans un temps qui est moins court de 13 ans ou de 7 ans. Et comme ça, les cycles, ce qu'on appelle circadiens, vont être aussi interrompus. En gros, pour rapprocher un peu ce que vous dites de la situation au Liban, je voulais commencer par une question pour avoir une idée de ce que nous avons Oui. comme forêt. Donc, quels sont les Oui. boisements que nous avons au Liban? Donc, si on procède par étage, on va dire, quels sont les grands types de forêts ou d'essences forestières qu'on va avoir au Liban? Et puis ça va nous conduire un peu aux questions du cortège d'insectes qui va avec et des problèmes qui viennent avec. Oui. Oui, alors, si on remonte dans l'histoire des forêts au Liban, donc dans l'histoire des forêts au Liban, on aurait plus de conifères que de feuillus au Liban. Mais avec tout ce qui a été, parce que les conifères sont plus des essences où on peut utiliser les troncs pour pour la fabrication des, peut-être des bateaux dans le temps, il y a peut-être 4000 ou 5000 ou 6000 années. C'est pour ça les conifères, ils étaient plus répandus au Liban que de nos jours. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que les conifères, c'est-à-dire c'est uniquement les cèdres et les pins. Là, nous, les conifères, on parle aussi des genévriers, des cyprès, qui étaient beaucoup plus présents que les autres, en fait, au Liban. Donc, il y a deux types, en gros, il y a deux types de boisements au Liban. On a les feuillus qui sont dominés par les chênes, que ce soit les chênes verts ou les chênes à feuilles caduques, donc, et on a plusieurs espèces de ces chênes. Ok. Et on a d'un autre côté les conifères. Donc,
Si on veut un peu faire le pourcentage de ces deux grands boisements au Liban, on voit que les conifères sont moins actuellement que les feuillus. Les feuillus occupent aux alentours de 60 à 65%, alors que les conifères, ils occupent entre 35 et 40% des forêts au Liban. Alors, Ok. comment sont répartis ces boisements au Liban? Donc, les Et conifères du genre ouais, pin ok. sont présents de 0 mètre altitude jusqu'à 1200, voire parfois jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Les forêts de cèdre qui restent au Liban, pour toutes les forêts qui restent de cèdre au Liban, sont à une altitude de 1500 mètres et plus. Les genévriers de type Juniperus excelsa sont répartis aussi dans les forêts de conifères au Liban à des altitudes qui varient entre 1000 jusqu'à 2200, 2400 mètres d'altitude, dont le Juniperus excelsa. Alors, pour les feuillus sont présents aussi de zéro altitude Oui. jusqu'à des altitudes qui peuvent voir un peu les alentours de 2000 mètres d'altitude. Cependant, il y a une différence entre les feuillus qui existent, surtout si on parle du chêne vert, et les chênes qui existent dans les altitudes qui sont plus élevées. Oui, Donc, comme dans les celle qu'on voit altitudes, dans les forêts de cèdre, en fait. euh, J'ai pensé à oui, ça au début. Ok. oui. Donc, les chênes, par exemple, que dans les forêts de cèdre, qui sont le Quercus cervis ou d'autres types de Quercus, dont les feuilles, donc ce sont des chênes à feuilles caduques, donc les feuilles tombent en hiver. Oui. Donc, ces chênes, ils sont présents dans des altitudes qui sont beaucoup plus élevées que les chênes verts. Alors, cependant, on croyait dans un moment que le chêne vert peut arriver uniquement à une altitude de 1000 mètres, mais on a vu que le chêne vert peut aussi être présent jusqu'à des altitudes allant jusqu'à 1700 et 1800 mètres. Et on a remarqué aussi que le chêne, c'est l'espèce la plus dominante dans les forêts qui sont à des altitudes basses. C'est-à-dire, si on a un terrain et même si ce terrain, il a été planté par des conifères, et pour une raison ou d'autre, les conifères sont morts. Donc, la première essence qui va s'établir après les pins, ce sont les chênes, naturellement. Donc, si on D'accord. fait rien, c'est-à-dire, si on ne plante rien, c'est les chênes qui vont sortir et non pas les pins. Une question se pose ici, surtout pour les gens qui, comme moi, ont grandi en voyant ces grandes étendues de pins, donc ces grandes forêts de pins et ces grandes forêts de cèdres emblématiques du paysage au Mont-Liban. Et quand on les regarde, on a l'impression qu'elles font partie du paysage originel et qu'elles ont toujours été là, en fait. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces forêts emblématiques ont toujours été là? Est-ce que les forêts emblématiques du Liban ont toujours existé? Ça, c'est Eh, une question que beaucoup se demandent. Pour oui, moi, qui a travaillé sur beaucoup de thèses et des projets, surtout pour voir si on peut retracer un peu l'existence des pins au Liban et des cèdres au Liban. Les chênes, on n'a pas beaucoup travaillé sur le chêne parce qu'on a vu que le chêne, c'est une espèce dominante ou ce qu'on appelle une espèce pionnière. Donc, c'est l'espèce qui va se mettre directement après une certaine succession. ok, Donc, donc pour elle les pins, pousse spontanément, mais elle a vraiment, oui, enfin, le chêne a vraiment l'air d'être chez lui sur toutes les basses oui, altitudes, avec oui, surtout les chéris de chêne et de pistachier qu'on voit un peu partout à oui, basse altitude. Et ça, bon, en les regardant, j'ai toujours eu l'impression que c'était naturel. Donc bon, c'est déjà, oui, c'est déjà ça. oui, Ok. c'est Et du vrai. coup, pour tout ce qui a, donc pour tout ce qui est des pins et des cèdres, Oui. qu'est-ce que Alors, vous pour avez les pins, réussi? Oui. pour les pins. La plupart des pins dans la forêt emblématique de Pkessine et dans les forêts aussi du Mont Liban, de Mont Liban, que ce soit dans le Ras Matten ou ces forêts de Broumana, Babdé, toutes ces forêts en fait du Mont Liban sont pour la plupart des forêts qui ont été semées, donc qui ont D'accord. été plantées.
Donc, ces forêts, en fait, si on va regarder dans l'histoire du Liban, probablement le pain n'était pas aussi présent là. Sinon, il y aurait eu beaucoup de commerce de pain venant du Liban. Et on sait que le commerce du pain n'existait pas auparavant D'accord. du Mais Liban. donc, on parle de quelle année, plus ou moins, ou Plus ou autour moins dans de quelle ère? Oui. fin des années 1800. Yani entre D'accord. 1840 et 1800 et 1900, la plupart des forêts de pins ont été plantées au Liban. Alors, en essayant de chercher quelques références en ligne sur les plantations de pin pignon, je tombe sur cet article de 1950 de Pierre Bouvarel qui s'intitule Les principales essences forestières du Liban. Donc, il a été publié dans la Revue forestière française. Et là, donc, si on regarde ce qu'il dit du pin pignon, donc Pinus pinea, il forme des futaies pures sur les grès nubiens de la base du Crétacé et sur les dunes marines autour de Beyrouth. Il est depuis très longtemps cultivé par les indigènes. Ces énormes graines jouent un grand rôle dans la cuisine et la pâtisserie du pays. Du coup, selon l'auteur, cette essence existait déjà dans les années 1950, ok, mais était déjà cultivée depuis longtemps pour les pignons. Et après, si on continue, il a fait ça pour les autres essences aussi, mais il y a des commentaires sur l'utilisation du bois et autres euh, localement. Donc il est aussi largement exploité pour fournir des fagots, comme du reste les autres pins. Les arbres sont ébranchés, on laisse au sommet un léger pinceau de branche qui assure leur survie. Entre parenthèses, il dit que le même procédé est employé dans les garnasses de la Haute-Loire. Et puis dans la même revue, 2 ans plus tard, un article sur le même thème de Arif Berjawi étoffe le sujet de la distribution des essences forestières au Liban, et l'article s'appelle La distribution des essences forestières au Liban. Donc, en essayant de trouver d'autres sources, j'ai pas trouvé grand-chose en vrai, mais sur le site Tela Botanica et dans la rubrique Point de vue, il y a un article de François Couplan intitulé Voyage d'un ethnobotaniste au Liban, qui suggère que la pratique de cultiver les pins pour les pignons date de la période ottomane. Et il dit, non sans une certaine irritation, ainsi la grande forêt des pins parasols de Bkacine, près de Jésine dans le sud du pays, a-t-elle été plantée par les Ottomans au XIXe siècle pour la production de pignons, délicieux, il est vrai. Les chênes qui la composaient à l'origine sont réduits à l'état d'arbustes rabougris au nom de la saine gestion de la forêt. Donc il ne cite pas de source écrite pour cette information-là, et il semble y avoir en effet très peu de sources écrites à ce sujet, et c'est souvent en posant des questions aux personnes qui vivent à proximité de ces forêts-là qu'on a l'information, qu'on sait que ces forêts datent déjà de la période ottomane du 19e siècle, ou même avant, comme nous disait Nabil. Et d'ailleurs, pour en savoir plus sur les peuplements des pignons de pin au Liban, leur gestion et leur avenir, vous pouvez voir l'article de Joseph Nahoul et Bernard Prévosto à ce sujet dans Forêt méditerranéenne de juin 2020. Et vous pouvez également lire la thèse de Joseph Nahoul qui était à ce sujet. D'accord, ok, c'est un peu plus ancien que ce que je pensais, mais c'est quand même des forêts qui sont relativement récentes, même si on a Oui, l'impression qu'elles oui, sont là si depuis on longtemps. veut Oui, sur un bilan écologique, oui, ce sont des forêts qui sont récentes pour nous. Mais le pin comme arbre, le pin lui-même, c'est-à-dire on parle de l'espèce Pinea, le Pinus pinea. Donc le oui, Pinus pinea, c'est une espèce qui existait au Liban, mais qui n'existait pas comme on le voyait aujourd'hui, les forêts de pin au Liban. Donc, le pin existait, mais c'était un arbre qui sûrement a été planté, même auparavant, mais qui existait au Liban. Donc, on sait que cet arbre, il marche au Liban. Et je crois que c'est ce qui a poussé les gens, que ce soit peut-être que ce sont les Français ou les Ottomans ou d'autres aussi, ou même les Libanais, qui y ont choisi de faire planter ou reboiser leurs forêts avec du pin, surtout de reboiser les forêts qui ont été coupées. Donc, ces forêts qui contenaient d'autres essences forestières, que ce soit des chênes ou des cyprès
ou même des genévriers. Donc, tous ces essences qui ont été coupées dans le temps, ils ont été remplacés vers les fins des années 1800 et début des années 1900. Ils ont été remplacés par le pain parce qu'il y a eu beaucoup des gens qui disaient que le pain, avec ses racines, il va retenir le sol. Et c'est ce qu'on a comme document que ils ont planté le pin au Liban, non pas pour avoir le pain pignon, mais pour faire de sorte que de ne pas avoir des problèmes d'érosion dans le sol. D'accord, je pensais vraiment que la décision était prise majoritairement à cause des pignons de pin, parce que par rapport Non, aux autres espèces indigènes que nous avons au Liban, oui. c'est vrai que c'est une espèce qui produit des pignons qui sont beaucoup plus intéressants à exploiter commercialement. Donc, peut-être il y avait cette dimension, mais elle n'a jamais été dite. Je crois D'accord, parce que donc, en les ouais, plantant, parce que la plupart a été planté par des graines en fait, et non pas par des jeunes pousses de pin. Donc, ce sont des graines qui ont été plantées. Et au début des années 1900 même, il y a eu un avion ou un hélicoptère qui a duquel on a jeté jeté ces les graines pignons, en fait. oui, les graines, Oui, d'accord. oui, oui. Ok, bah c'est Donc, super intéressant. Je vais voir si j'arrive à trouver des photos. Bah, il y a des gens qui hmm. me disent, mon grand-père m'a raconté ça. Par exemple, pour Mhm. Cassine, apparemment, dans la région, il y aurait eu des semences par hélicoptère. Mais bon, Oui. je suis curieuse. Je vais voir si je trouverai n'importe quelle documentation à ce sujet. Donc, Et du... c'est pour ça, nos forêts qu'on voit, des forêts emblématiques au Liban, surtout des pins, en fait, c'est des forêts très récentes pour nous. Alors, on sait aussi que le pin, la moyenne d'âge d'un pin pignon, c'est aux alentours de 250 années, entre 200 et 250 années. Donc, on a peut-être encore 50 années avant, ou plus peut-être, avant que la plupart de ces individus qui ont cet âge, ils vont commencer à mourir naturellement, en fait. Mais parce qu'au Liban, il y a eu ce développement sur les champignons qui a commencé dans les années 30 et 40, où on a commencé à récolter les cônes Oui, de pain, les pommes de pin. Et donc, cette activité qui va inclure une certaine activité sylviculturelle, dont, par exemple, taille des pins, en fait, et la récolte des pommes de pin, etc. Donc, tout ça, en fait, il a donné une deuxième vie aux arbres, en fait. Et c'est pour ça, les arbres, ils ont, dans un certain temps, ils ont grandi avec beaucoup de production. C'est parce que déjà, ils sont dans un sol qui était assez vierge, parce qu'il n'a pas été utilisé. Et oui, il n'a pas puis, été donc, cultivé avant. et puis, il y a eu cette activité sylviculturelle où il n'y a pas eu beaucoup de compétition avec d'autres essences. Donc, s'il y avait d'autres essences forestières qui poussaient, on les coupait pour laisser les places aux pins. Au pain. Bah, ce qui n'aide pas beaucoup aussi, c'est que dans beaucoup de forêts, on a l'impression que tous les pins ont le même âge ou quasi le même Oui, âge. Donc en oui, fait, il n'y a pas vraiment de mosaïque dans ces paysages-là où la oui, forêt est assez homogène et les oui. sous-bois aussi sont assez ombragés ou relativement homogènes. Oui, maintenant c'est Ok. difficile parce que d'avoir un sous-bois qui va être un sous-bois, comment dire, qui va être diversifié parce que déjà le soleil, la lumière n'arrive plus en fait à l'intérieur, surtout dans les forêts qui sont déjà des forêts grandes ou des vieux forêts, des vieilles forêts. Donc c'est Ok. pour ça le sous-bois, il va rester toujours un sous-bois qui est plus ou moins un sous-bois nu. Maintenant qu'on a parlé des forêts, donc qu'on a le cadre en tête, quelle est la définition d'un insecte ravageur et donc plus particulièrement en milieu forestier? Donc, un insecte ravageur, c'est comme tout insecte dont le nom il est, dont l'adjectif est un ravageur. Donc, c'est un insecte dont l'activité, elle va provoquer des dégâts importants au niveau des arbres, que ce soit au niveau des différents organes des arbres, que ce soit les feuilles, les fruits, les cônes, etc., le bois ou les racines des arbres.
Donc, ces dégâts peuvent menacer des peuplements forestiers ou les produits forestiers. Donc, c'est un insecte qui va provoquer des dégâts importants sur les arbres ou sur des peuplements des arbres ou sur les produits de ces arbres. Donc, oui, il va ou bien perturber la croissance des arbres, ou bien il va causer du stress sur les arbres, ou bien aussi il va avoir un effet sur la valeur économique et aussi la valeur écologique de l'arbre. D'accord. Et du coup, si on prend un exemple concret là Oui. avec ce qu'on vient de discuter hein, sur les forêts de pins, quels sont les insectes ravageurs qu'on peut trouver dans nos pinèdes Oui, au dans Liban? l'épinette. Donc, si on parle du pain pignon, parce que certains ravageurs qui existent aussi sur les pins, entre guillemets, les pins sauvages, dont le pain D'accord. d'Alain ou le pain broutia, etc. Donc, et on a le pain pignon. Donc, sur le pain pignon au Liban, l'insecte ravageur par excellence de nos jours, c'est une punaise qui est une espèce invasive qui est venue de l'Amérique. De l'Amérique, elle a été, elle était passée par l'Europe et puis en Turquie et puis au Liban. Donc, elle est au Liban depuis un peu une dizaine d'années, aux alentours des années 2011-2012. Donc, c'est la punaise du pain ou ce qu'on appelle Leptoglossis occidentalis. C'est un ravageur par excellence parce que il va diminuer la production du pain pignon. Donc, dans un cône de pain, il y a à l'intérieur des pignons. Donc, Oui. et ces pignons sont à l'intérieur d'une loge. Donc, les pignons de pain, donc, qui sont à l'intérieur du cône, en fait, d'habitude, le pourcentage des pignons qui sont vides, il varie entre 5 et 10%. Lorsqu'il y a Ok. l'insecte ravageur, le pourcentage des pignons qui sont vides, donc il n'y a pas de graines à l'intérieur, il va arriver jusqu'à 90%. Parce que cette punaise, en fait, elle a un long stylet et elle va se mettre sur le cône, elle va introduire le stylet entre les écailles du cône et elle va sucer l'intérieur des pignons. Et c'est comme ça qu'elle vide les pignons de pain. Donc en gros, techniquement, elle détruit les graines. Donc non Elle, dé- seulement on a moins de production, oui, mais ouais. elle détruit les graines et donc c'est un ravageur qui est considéré un ravageur primaire parce qu'en fait, il va avoir un dégât sur la production. Et donc, le pignon, c'est un produit forestier et donc les producteurs du pain ont vu en fait leur production menacée à cause de cet insecte. Et c'est toute une production ou une chaîne de production qui a été menacée parce qu'il y a les gens donc, qui sont spécialisés pour la cueillette des pommes de pin. Il y Oui. a des gens qui sont spécialisés, qui ont une industrie où ils vont décortiquer par des machines, en fait, les cônes de pain pour en extraire les pignons. Donc, tous ces gens qui travaillaient dans cette industrie de pinèdes ont vu leurs emplois s'évaporiser dans les 10 dernières années parce qu'il n'y a pas de production de pain. Il y a Donc, aussi une chose comment, marquante qui était, il y a 7-8 ans, le prix du kilo de pain avait atteint les les 100 100 euros. euros, oui, Oui, oui. je me rappelle parce que il avait plus que quadruplé, en gros. Oui, oui. Et Mais bon, c'est bref. parce qu'il n'y avait pas assez de pignons dans le monde. Mais oui, ça c'est pour ça que c'est une essence au Liban. Dans le temps, on appelait le pignon ou le pain l'or blanc d'Ab Mm, Abyad oui. récemment. Parce que il était, en fait, il avait une certaine valeur économique qui est très puissante. Et les agriculteurs du pain ou les producteurs du pain, ce sont des agriculteurs ou des producteurs qui sont, entre guillemets, riches à cause des pains. Ça, Et c'est un insecte, en fait, qui a
un peu changé brusquement toute cette dynamique qui existait autour de pain. Et c'était un insecte, mais un insecte, c'était un insecte forestier, ravageur et invasif. Donc, il n'existait pas au Liban et il est arrivé au Liban. Par contre, le pain au Liban, il a été menacé par d'autres insectes forestiers qui existaient toujours au Liban et dont je peux citer les scolites. Les scolites, donc, ce sont les insectes qui vont avoir des pullulations à la suite de périodes ou des années qui sont plutôt des années sèches ou très pauvres en précipitations et avec une température qui est plus ou moins élevée. Et donc, on a cette, comment dire, cette pullulation qui va arriver des scolites, dont un scolite qui était assez important au Liban et qui était présent dans toutes les pinèdes au Liban, que ce soit les pinèdes du pin pignon ou les pinèdes de pin sauvage, entre guillemets, et c'est le Tomicus destruens. Cet insecte, il existait depuis toujours, en fait, et il existe aussi bien qu'en Europe, aussi bien qu'en Asie, aussi bien que partout, en fait, où il y a des pins. Et cet insecte, en fait, ce qui est un peu spécial dans son cycle de développement, c'est que la femelle, lorsqu'elle est une femelle adulte, elle va voler sur les extrémités ou sur l'extrémité des aiguilles de pain où elle va manger sur le tendre ou la tendre brindille qui tient les aiguilles au sommet de l'arbre de pin. Et ceci va aider à la maturation des ovules de la femelle. Une fois elle a accompli la maturation, elle va redescendre et elle va donc s'accoupler et puis elle va redescendre sur le tronc des arbres, elle va entrer sous l'écorce et elle va construire des galeries où elle va déposer les œufs sous l'écorce des arbres de pin. Donc, au Liban, on a eu une pullulation énorme de ces scolites il y a à peu près 12 ans, mais c'était suite aussi au réchauffement climatique et à la sécheresse. Et Ok. même la forêt de Beyrouth, qui a été plantée récemment dans les années 90, elle a été touchée. Il y a eu 5000 arbres de pin qui ont été plantés et on a perdu 1000 arbres à Ah, cause c'est de ces énorme. scolites. Et Oui, du coup, le problème avec ce scolite, c'est qu'il va faire des dégâts sur les parties les plus jeunes de l'arbre. Donc, comme dans le pin, on a les parties qui sont encore capables de produire de l'oxyne et de se développer tout en haut. Si oui, l'insecte attaque ces parties-là, en fait, ça va compromettre le développement de l'arbre. C'est un petit peu comme oui, si on lui coupait la oui. tête. Et il va affaiblir l'arbre et il va donc on va avoir un arbre qui est plus en stress. Donc il y aura des produits chimiques qui seront sécrétés par ces arbres et ces produits chimiques volatiles qui sont sécrétés par les arbres, ils vont attirer les insectes scolites qui vont arriver sur cet arbre et l'achever. D'accord. Et du coup, vous aviez mentionné juste là que le changement climatique avait causé un de ces grands épisodes de dégâts que les scolytes avaient causés. Quels sont d'autres facteurs qui pourraient vraiment aggraver les épisodes de pullulation, que ce soit d'insectes introduits comme le leptoglossus ou Oui. des espèces de scolytes que nous avions déjà? Oui, alors, pour les espèces de scolites ou pour d'autres insectes ravageurs qui étaient déjà présents au Liban, l'autre problème qui se pose, c'est que ces insectes, puisqu'ils existaient au Liban auparavant ou dans ces forêts, ils existaient depuis toujours. Donc, ces insectes avaient leurs ennemis naturels. Donc, d'autres insectes qui vont ou bien venir les manger, ou bien des prédateurs comme les oiseaux qui vont venir les manger, ou bien aussi d'autres aussi phénomènes ou d'autres prédateurs qui vont se nourrir sur ces insectes. Donc, l'autre problème qui se pose, et au Liban beaucoup, c'est aussi les chasseurs. Nous avons surtout dans nos forêts une avifaune qui est chaque année
qui devient de moins en moins abondante. Ok. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on sait que la plupart des oiseaux sont des insectivores. Donc, et c'est pour ça aussi, ces oiseaux, si le problème de la chasse, il n'est pas bien contrôlé, donc ça va aggraver le problème de pullulation de ces insectes. Et du coup, si on essaye de trouver des gestes préventifs, on peut déjà commencer par des règles plus strictes pour la conservation des oiseaux, enfin, ou de la Oui, vie faune existante. oui. Ça, Enfin, c'est très important parce qu'on sait que la plupart des oiseaux sont des insectivores. Alors, d'accord. bon, parfois, il y a une asynchronisation entre la période où les oiseaux sont présents et la période où les insectes sont présents, mais au moins, si on arrive à avoir une avifaune assez constante ou assez présente dans une forêt, donc ça va aider ou ça va être un atout ou un positif pour pour le problème des insectes. Un autre problème dont je me rappelle assez vivement parce que j'étais à l'université à l'époque et c'est vous qui était enfin, qui étiez mon prof d'entomologie, mais un autre problème qui était clair à l'époque, c'est la fragmentation de ces forêts de pins. Donc souvent, les attaques commençaient sur les zones périphériques ou en fait les petits bosquets de pins isolés et c'était beaucoup plus difficile d'avoir des attaques très graves, on va dire, dans des grandes étendues forestières où il y avait un effet Oui. tampon. Donc, est-ce que vous pouvez aussi nous parler enfin, c'est pas vraiment un geste préventif qu'on peut faire comme ça en 1 ou 2 ans, mais de l'importance d'avoir Oui. des grandes Oui, étendues en fait, forestières. c'est ce que je suis en train de travailler actuellement avec une de mes étudiantes. C'est pour, en fait, faire de sorte qu'on a une connectivité entre les différentes forêts. Comme ça, on va avoir plus ou moins une, comment dire, plus un équilibre au niveau des prédateurs et des insectes. Si les insectes et leurs prédateurs sont distribués et on a une certaine connectivité au niveau des arbres entre les différentes forêts, donc ça va aider en fait à réduire le problème d'avoir des problèmes de pullulation d'insectes. Parce que si on a cette connectivité, les prédateurs qui existent dans la forêt peuvent venir dans d'autres endroits qui sont connectés avec cette forêt. Que ce soit D'accord. des prédateurs qui sont des insectes, que ce soit des prédateurs peut-être qui sont des petits mammifères, que ce soit des prédateurs qui sont des oiseaux, etc. Donc, lorsqu'on a ce problème de connectivité qui existe, ça va aider. Et avec une de mes étudiantes, en fait, ce qu'on travaille aussi actuellement, c'est d'avoir un modèle de forêt qui va aider ou qui va promouvoir, Freiner, en fait, peut-être, oui. oui, le sens de la conservation et c'est une conservation qui est participative, c'est-à-dire c'est la municipalité, c'est les gens qui vont participer à tout ça pour avoir cette certaine conservation des forêts. Donc, et on arrive à ce modèle forestier qui est un peu proche du modèle forestier qui a été développé par les Canadiens et dont maintenant il est un peu, comment dire, promu par des agences comme le IUCN aussi. Ben, c'est une approche intéressante d'avoir Oui, aussi la participation du grand public parce que ça permet aux personnes ben, qui vivent de ces forêts ou qui côtoient ces forêts d'être aussi plus conscients du fonctionnement de ces habitats et aussi de l'importance de conserver tous les autres éléments parce qu'on on a ce problème, bon, au Liban et partout, c'est qu'on voit un peu les arbres tout seuls. Donc, on a oui. déjà eu des cas où les gens me disaient, ah, les arbutus, bah, on les coupe, c'est pas important, ça brûle Mhm. vite. Ah bon?
L'arbousier, c'est le nom commun d'un arbre de la famille des Ericacées, même famille que la bruyère. Au Liban, nous avons deux espèces, Arbutus unedo et Arbutus indracne. Du coup, c'est un arbre qui a de très belles inflorescences en grappe. Donc, c'est des fleurs qui ressemblent un peu à des cloches blanches. Les fruits sont petits, rouges et arrondis, et ils sont comestibles. Il a aussi la particularité d'avoir un tronc magnifique, surtout Arbutus indracne, qui a toutes les nuances de rouge, orange et vert au fur et à mesure qu'il perd des parties de son écorce. Et puis bon, voilà, d'autres histoires comme ça qui nous font vraiment comprendre parfois que le concept de connectivité est très difficile à communiquer si le grand public n'est pas sensibilisé à ça. Bon, Oui, maintenant, le scénario catastrophe, qui malheureusement est très souvent notre réalité au Liban. Mais donc, scénario catastrophe, on n'a pas pu conserver les oiseaux, on n'a toujours pas atteint un modèle de forêt qui peut être plus résilient à ces attaques-là. À quel moment oui, on se dit, OK, il faut faire un traitement? oui. Et ça, c'est pas nouveau au Liban. Donc, euh, au Liban, si on compare la surface des forêts au Liban par rapport à un autre pays, ce sont des surfaces qui sont très petites. Donc, comme ce sont des surfaces très petites, on ne peut pas se permettre de les perdre. Et c'est pour ça, parfois, un certain, comment dire, un certain traitement doit se faire pour D'accord. protéger ces يعني au niveau de trois ou quatre insectes forestiers. Donc là, on a parlé un peu du Leptoglossus, qui est une espèce invasive et dont les premiers traitements ont commencé en 2016, mais parce qu'il y a eu la crise économique en 2019 et puis avec le corona, donc tout s'était arrêté. Donc on a repris cette activité avec des sites pilotes cette année. Une dans le Mont Liban et une autre, ça sera la semaine prochaine à Kessine. Mais il y a d'autres insectes aussi qui ont été, en fait, qui ont causé beaucoup de problèmes et on a dû agir. Donc, je D'accord. parle, on a par exemple la processionnaire du pain, mais la processionnaire du pain, elle n'attaque pas le pain pignon, mais plutôt le pain d'Alep. D'accord. Et ici, l'intervention, elle a été avec un produit biologique, donc, qui est le Bacillus parce que c'est un lépidoptère, donc on peut utiliser la bacille de Thuringe. On a pulvérisé, ça a été dans les années, les premières pulvérisations contre les processionnaires du pain, on les a fait dans les années 2004, 2005 et 2006. Et puis, parce que la processionnaire, par exemple, du pain, c'est un insecte aussi qui va attaquer surtout les pins sauvages, entre guillemets, mais qui sont dans des zones éclairées ou dans des clairières. C'est-à-dire, on voit surtout la processionnaire au bord des routes, mais jamais à l'intérieur des forêts. Donc, c'est pour ça, en fait, à la suite de toutes ces observations, on a demandé au ministère de l'Agriculture que l'intervention contre les processionnaires de pain, elle se fera uniquement dans les endroits qui sont éclairés ou dans des clairières, parce que c'est là où on a ce problème, et surtout là où il y a des pins qui poussent ou bien à côté des écoles ou à côté d'un endroit public, parce que le problème avec la processionnaire du pain, c'est un problème de santé. Ce sont des insectes qui vont causer des urtications. Et ces urtications peuvent affecter aussi bien les humains que les animaux domestiques. Et il y a eu beaucoup de problèmes d'allergies assez graves à cause de cet insecte et dont les gens ont été ramenés à des hôpitaux. Et même il y a eu des animaux domestiques comme les chats et les chiens qui sont décédés à cause parce qu'ils étaient en train de gratter dans le sol et s'il y avait des larves dans le sol, donc ils vont attraper cette allergie et ils auront des œdèmes au niveau de leur gorge et donc le système respiratoire, il est affecté et ils vont Oui. mourir.
Un autre Pendant problème, plusieurs années, en fait, j'avais peur de manipuler n'importe quelle chenille parce que, en fait, en ayant grandi dans une zone où il y avait une très grande pinède, on en voyait toujours au printemps et je me rappelle que ça me faisait aussi des allergies dès que j'y touchais un tout petit peu. ouais. Mais du coup, on intervient quand ça devient vraiment un problème, on va dire, qui Oui. touche Euh, à la euh, santé on a- publique ou... Oui, 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 c'est vrai. Lorsque on a un problème, surtout si on a des pins qui poussent à côté, par exemple, d'une école, à ou côté des d'un endroit habitations, oui. public, ou des places publiques, d'un parc, etc. Donc, on est obligé. Mais la pulvérisation, elle peut se faire aussi bien avec des engins agricoles, mais aussi elle peut se faire aussi par hélicoptère si la surface elle est assez importante. Mais D'accord. maintenant, yani, on est actuellement avec le ministère d'Agriculture, on est en train de pousser vers maintenant l'utilisation des drones agricoles plutôt que d'utiliser les hélicoptères parce que c'est plus de précision, surtout en ce qui concerne l'application des produits. Voilà, pour parler aussi de deux autres insectes, et puis on retourne, mais parce qu'il y a eu quatre grandes interventions au niveau des insectes dans les forêts, dont on a parlé de deux, et maintenant le troisième, c'est un insecte aussi qui a fait beaucoup de populations dans surtout deux cédrées au nord du Liban, la cédrée de Tanourine et la cédrée de Psarré. Et c'était en 1998 où on a vu cet insecte et c'est une tentrade et un défoliateur. Donc, qui a fait beaucoup de dégâts au niveau des aiguilles et dans les années 99 et 2000, euh, à peu près 30% des arbres de la forêt de Tanourine ont crevé. Surtout parce que cet insecte, s'il attaque le même arbre 3 années de suite, l'arbre va avoir aucune aiguille parce qu'un arbre de cèdre, il porte les aiguilles de 3 années. Donc, on va arriver à un arbre presque dénudé au niveau de la 3e année si il est attaqué à la suite successivement durant ces 3 années par la tentraide qui a été aussi appelée suite à sa découverte dans le village de Tanourine. Elle a été appelée Cephalsia tannourinensis. Donc, le nom Oui, vient du village. du village. Mais Donc, cet c'est un insecte, cas... Oui, oui, c'est un cas assez intéressant oui, pour la Cephasia tanolinensis parce que c'est un insecte indigène, a priori. oui, Il n'y avait aucun signe que c'était une espèce introduite ou une espèce invasive qui a vu ses populations exploser tout d'un coup. C'est quand même un oui, cadre de découverte d'espèces qui est assez particulier. Et je me rappelle avoir vu la cédrée il y a 7 ou 8 ans, encore une fois, oui. 2 années où tout s'était passé, où les cèdres apparaissaient très très rouges suite à une attaque, en fait, suite aux Ah. bourgeons qui étaient attaqués par l'insecte. En fait, c'est un insecte qui a aussi un cycle de vie assez particulier parce que cet insecte, c'est un des insectes où la larve de cet insecte, elle peut avoir deux stades de diapause. Un stade qu'on appelle de pronymphe et un stade qu'on appelle de éonymphe. La pronymphe, c'est un stade de diapause larvaire qui va être une diapause annuelle et le stade de éonymphe, c'est un stade de diapause qui va être un stade de diapause pluriannuel. Et dans le temps où j'ai travaillé sur cet insecte, au laboratoire, j'ai pu avoir cet insecte pendant 7 ans en stade éonymphe avant et après il se transforme en pronymphe ou en prénymphe pour se nymphoser et sortir comme adulte. Donc cet insecte, il est capable de rester 7 années en stade de développement larvaire ou de maturité avant de devenir une prénymphe. Donc, c'est des insectes en fait qui sont très particuliers et c'est un insecte c'est sûr, indigène du Liban. C'est une symphyte. Donc, on sait que les symphytes sont les précurseurs des abeilles en fait, ou les ancêtres des abeilles. Donc, ils ont existé en fait plus que 150 millions d'années, les symphytes. Et les symphytes, ils ont un cycle de vie qui est
à la fois très primaire, mais à la fois c'est un cycle qui va surtout dépendre de plusieurs facteurs climatiques, mais aussi de l'essence ou de l'essence qui va servir de nourriture à cet insecte. Ok, Et la céphalcia, en fait, c'est un insecte qui peut être baptisé un insecte d'indicateur ou de bioindicateur climatique. Parce qu'à la suite de toutes nos recherches, on a vu que le problème de cette pullulation, c'était la transformation des larves après qu'ils ont fini de se nourrir sur les aiguilles, ils se laissaient descendre dans le sol. Et une fois dans le sol, ils ont une diapose qu'on appelle une diapose obligatoire ou une diapose estivale obligatoire parce qu'ils ne peuvent pas supporter la chaleur d'été. Et dans cette diapose obligatoire qui va durer 2 mois ou ça dépend 3 mois, à la suite de cette diapause estivale ou obligatoire, l'insecte, il va décider s'il va entrer dans une diapause annuelle ou directement, c'est-à-dire se transformer en, en pré-nymphe et puis en adulte, ou bien il va décider de faire une diapause pluriannuelle, donc qui va durer, ça dépend des facteurs climatiques, 2 années, 3 années, voire jusqu'à 7 années. Et ce qui est arrivé au Liban, c'est à cause de l'humidité du sol et de manque de précipitation et surtout de manque de neige, et la température, elle peut jouer un rôle, mais ce sont des insectes qui vont surtout être présents dans le sol. Et on sait que dans le sol, il n'y a pas beaucoup de différence de température parce que ces insectes, lorsqu'ils vont entrer en diapause dans le sol, ils vont pas être dans la partie supérieure du sol, mais ils vont être dans la partie minérale du sol. Donc, si l'endroit il est formé de matière organique jusqu'à 50 centimètres, ils peuvent descendre ces 50 centimètres jusqu'à arriver au sol minéral. Donc, ça dépend du sol du milieu forestier. Donc, d'accord. mais ce que je dis ici, c'est très important parce que c'est uniquement les facteurs climatiques qui jouent le rôle si l'insecte va entrer en diapause annuelle ou pluriannuelle. Et ceci, il a été démontré que ce soit au niveau du laboratoire et que ce soit au niveau de la forêt. La céphalcia ou la tentrette du cèdre du Liban, c'est un insecte en fait dont la diapause, elle dépend des facteurs climatiques. Donc, Ok, si les facteurs climatiques sont des facteurs où il y a pas de précipitation et pas assez de neige l'année d'avant, donc on peut prédire que l'année d'après, ça va être une année aussi de pullulation de céphalcia parce que la plupart des insectes qui vont entrer dans la diapause estivale, à la suite de cette diapause estivale obligatoire, ils vont entrer directement dans une diapause annuelle où tout simplement ils vont continuer leur développement pour sortir des adultes au mois d'avril prochain et l'insecte donc va continuer à pondre sur le cèdre et puis à pulluler puisque la plupart des individus qui sont tombés dans le sol, ils vont partir en diapause annuelle. Et c'est ce qui a fait une pullulation qui va être une pullulation qui va durer sur plusieurs années. Plus que sur plusieurs années, en fait, on a une sécheresse qui va se répartir sur plusieurs années. C'est-à-dire, si on a 2 années ou 3 années de suite où les précipitations ne sont pas assez énormes, et ensuite, on n'a pas assez de neige. Donc, on peut prédire qu'il y aura des années de pullulation de la tempête qui va faire crever des arbres, puisque un arbre attaqué, sur 3 ans, il va perdre tous les aiguilles sur une branche ou sur tout l'arbre si l'arbre il est petit. Et à la suite, cet arbre, il va mourir. Donc ça, c'est le problème de céphalcia. Donc le cycle de vie déjà de la céphalcia,
qui est très particulier parce que les adultes vont sortir au mois d'avril, à la fin du mois d'avril, et ils vont directement s'accoupler. Et même la femelle, elle peut pondre sans accouplement et les œufs sont des œufs qui vont donner des larves aussi. Mais la durée de développement des arbres sur les aiguilles, c'est une durée très courte, mais elle est capable de faire des dégâts énormes parce que c'est des millions d'insectes qui vont sortir en fait au mois d'avril et qui vont être dans toute la forêt. Et parce que en fait, il n'y a pas eu cette diapause pluriannuelle où les individus seront répartis sur plusieurs années d'émergence et tous les insectes sont en train de faire une diapause annuelle et repartir tous d'un même coup. C'est pour ça qu'on a le problème où on voit la cédrée qui devient toute rouge à cause de la prise de nourriture de cet insecte sur les aiguilles où elle va les décortiquer à leur base et puis le reste de l'aiguille va sécher et il va donner cette apparition rouge sur les arbres de la forêt. Il y a un problème par rapport au pin, c'est que la majorité des forêts de cèdre au Liban sont des réserves naturelles. Donc en fait, il y a une couche de complexité en plus quand on doit faire Oui. des interventions. Comment ça se passe? Parce que normalement, on ne peut pas Oui. intervenir dans les réserves Et naturelles. lorsqu'on a commencé au début, on a essayé de voir au plus vite s'il y a des ennemis naturels. Un ennemi naturel est un être vivant qui contrôle les populations d'autres espèces, souvent des espèces de ravageurs. C'est donc une notion qui est basée sur les bénéfices que nous offre cet ennemi naturel en réduisant les nombres de l'insecte qui fait des dégâts ou des ravages sur nos cultures. Ça peut être des guêpes, par exemple, qui parasitent les larves des insectes. Ça peut être des nématodes, qui sont des petits vers parasites. Ça peut aussi être des champignons entomopathogènes. Donc ce sont des champignons parasites d'insectes qui vont entraîner leur mort à terme. Et un dernier exemple qui a un usage assez répandu, c'est le bacille de Thuringe, ou Bacillus thuringiensis, qui est une bactérie. Elle va produire des toxines qui causent la mort des larves qui vont les ingérer. C'était un peu long, mais gardez tout ça à l'esprit parce que nous allons les évoquer dans 2 minutes. Donc, mais puisqu'on était en phase de pullulation, donc les ennemis naturels ne sont pas assez abondants dans cette phase de pullulation. C'est pas lorsqu'on est en phase d'équilibre ou de dégradation où on peut voir les ennemis naturels. Et le seul ennemi naturel en ce temps, dans les années 98, 99 et 2000 qu'on a vu, ce sont des fourmis et des fourmis qui transportaient en fait les larves des branches du cèdre ou bien qui attendaient les larves de descendre sur le sol et directement elles s'attaquaient aux larves et les amenaient dans leur fourmilière. Donc ça, c'était le premier ennemi naturel en fait qu'on a trouvé sur la céphalcia. Mais à la suite de ça, en fait, mais on n'avait pas le luxe d'attendre dans ce temps-là, donc c'est pour ça on a opté pour des pulvérisations. Mais la dernière pulvérisation chimique qui a eu lieu pour le céphale, ça c'était en 2004. Et puis on a arrêté parce qu'on a mis en route d'autres systèmes de préservation, dont on a découvert aussi des champignons entomopathogènes qui existaient dans le sol de la cédraie et qui peuvent provoquer la mortalité de ces insectes. Et alors, à la suite, ensuite, on a trouvé aussi des nématodes entomopathogènes naturellement aussi dans la forêt qui peuvent aussi contribuer à la mort de ces insectes. Et ensuite, on a trouvé que des oiseaux cherchaient ces larves, donc ils connaissaient les larves de ces falcias. Et c'était dans la cédraie de Pchare où on a vu ça, dans la cédraie qu'on appelle les cèdres de Dieu. Donc, il y avait des oiseaux qui cherchaient sur les branches les larves de ces falcias et les mangeaient. Donc, il y a un certain cortège d'insectes auxiliaires sur la céphalcia, mais en fait, on est dans des périodes de population, on va souvent être en face de dégâts. Mais ce qu'on a fait, c'est on a développé les champignons entomopathogènes, mais comme les champignons entomopathogènes ainsi que les nématodes, ils dépendent aussi des facteurs climatiques, parce que s'il n'y a pas assez d'humidité dans le sol, ni les nématodes ni les champignons vont
avoir un pouvoir d'efficacité qui est important parce que lorsqu'il n'y a pas assez d'humidité, ces champignons vont ou bien se réduire à des spores et ils ne vont pas se fructifier, donc ils ne vont pas affecter les céphalcias. Donc ça, c'est un problème, un autre problème. C'est pour ça, lorsqu'on fait ce qu'on appelle des injections de nématodes ou de champignons dans le sol, on les fait surtout dans des mois humides de l'année. Comme ça, on peut réduire à un certain niveau le problème des larves en diapose dans le sol. Et c'est pour ça, en fait, on a arrêté, en fait, de traiter chimiquement la céphalcia. Et le dernier traitement, comme j'ai dit, c'était en 2004 qu'on a D'accord, fait. Et je vais aussi mentionner que les traitements, les deux premières années, c'est-à-dire l'année 99 et l'année 2000, ils ont été faits avec un hélicoptère français qui a été affrété de la France et qui est venu au Liban et on a fait les traitements avec cet hélicoptère puisque les hélicoptères libanais, ils n'étaient pas équipés en ce temps avec pulvérisateur d'accord. UBV ou ultra bas volume pour répandre dans les forêts et on n'avait pas cette connaissance. Donc les Français, ils étaient beaucoup en avant et ils faisaient des traitements forestiers et ils avaient l'habitude, en fait, avec leurs hélicoptères, de faire ces traitements. Une chose que je retiens des deux insectes ravageurs là, c'est qu'il faut bien connaître le cycle de vie de l'insecte avant d'opter pour des traitements chimiques et aussi Oui, pour pouvoir renseigner les méthodes hmm, on va dire, de lutte qu'on oui, va faire par après. Le problème, c'est que dans l'urgence de l'attaque, hmm, on est souvent sous le stress d'arrêter oui, l'insecte ravageur et d'avoir le luxe, hein, comme vous avez dit, de pouvoir observer et puis enfin, avoir une meilleure idée sur le cycle et oui. sur Oui, ses mais ça, ce prédateurs qui aussi. arrive. Oui, donc ça, c'est pour la céphalcia. Donc, ça, c'était le troisième insecte et je vais juste parler brièvement du quatrième insecte où on a fait des pulvérisations. C'était surtout pour ce qu'on appelle la spongieuse ou la Lymantria dispar, qui est connue aussi en Amérique comme Gypsy moth. Donc, D'accord, oui, c'est un papillon de nuit, du coup. oui, donc ce papillon, en fait, ou cette espèce, c'est une espèce qui attaque les chênes au Liban. Donc, que ce soit les chênes verts ou les chênes à feuilles caduques. Et on a eu, moi, parce que moi j'ai commencé à m'intéresser aux écosystèmes forestiers en 1997. Donc, la première pullulation que j'ai observée de cet insecte, ça remonte à 1999. Donc, et c'était une population assez grave, puisqu'il y a eu beaucoup aussi d'étendues d'arbres qui étaient défeuillus complètement à cause de l'attaque de la chaîne. Et puis, on n'a pas vu aucune pullulation jusqu'à 2019. Donc, après 20 ans, on a observé une deuxième pullulation de cet insecte, qui est la spongieuse ou D'accord, Lymantria dispar. Donc, on a observé de nouveau une grande pullulation, mais on l'a observé où? Au niveau de l'AMI ou du BK Ouest. Donc, et ça a continué en 2019, puis en 2020, en 2021 aussi, ça a été assez présent, surtout le littoral libanais du sud jusqu'au nord du Liban. Et puis, à partir de 2023, la population a dégringolé. Là, maintenant, cette année, il n'y a pas eu de problème avec la limantria ou la spongieuse. Mais aussi, cet insecte, on a fait des traitements pour cet insecte, mais c'était des traitements avec la bacille de Thuringe et ce sont des traitements qui ont été faits au mois de juin, en fait, lorsque la larve y était présente sur les arbres. Mais aussi avec cet insecte, puisqu'il y a les phéromones de cet insecte qui ont été aussi, qu'on pouvait acheter et utiliser, on a aussi fait des méthodes de contrôle à base des phéromones sexuels. Parce que ces phéromones sexuels vont capturer le mâle et comme ça, on va réduire le nombre des œufs ou des plaques d'œufs que la femelle va poser sur la base des chênes ou sur les rochers à côté des chênes durant le mois de juillet et d'août.
Donc, il y a Est-ce qu'il y eu, a des oui. espèces particulières qui sont favorisées par l'espèce ou bien elle attaque tous les chênes sans discrimination? Euh, tous les chênes, mais elle va choisir plus les chênes à fleurs caduques plutôt que les chênes verts. C'est-à-dire les chênes qui sont de type Quercus cerris, Quercus spinatifida, tous les chênes qui sont à fleurs caduques. Mais dans les cas de pollution extrême, elle peut aussi migrer sur d'autres essences, comme par exemple les acères ou les érables. Elle peut migrer aussi sur les pistachiers aussi, ou les pistachiers sauvages quand même. D'accord, je ne me rendais pas compte qu'elle pouvait aussi avoir ces Oui. préférences-là. Donc ça, c'est Euh, un insecte aussi, mais qui existe au Liban. Moi, j'ai des références qui datent de son existence et de pullulation, c'est-à-dire de problèmes sur les chênes qui datent de 1950 au Liban. Donc c'est un insecte qui a été toujours présent au Liban. Donc, mais d'accord. il passe par des cycles. C'est-à-dire, c'est pas tous les années qu'on a des problèmes, mais sur certaines années, on a des problèmes comme ce qui est arrivé récemment de 2019 jusqu'à 2023. Ça, Oui. c'était les quatre grands insectes forestiers où on a eu vraiment des problèmes avec ces insectes. Alors, mais il y a d'autres insectes et on a surtout des insectes invasifs, surtout par exemple avec les coléoptères du type Ambrosia, donc qui ont été ramenés avec les avocatiers et donc maintenant les Ambrosia se mettent sur des essences comme le caroubier ou d'autres aussi arbres et jusqu'à maintenant, bon, on n'a pas eu des problèmes énormes, mais sans doute, il va y avoir, parce que aussi, ce sont des insectes qui sont des vecteurs de champignons. Ils vont amener des champignons d'un arbre à un autre aussi. Ben, on a énormément de problèmes d'insectes ravageurs et de champignons qui ont commencé par des imports d'arbres non contrôlés. Est-ce qu'on a Oui. enfin un contrôle à l'import des arbres de l'étranger? Parce que j'ai l'impression que non. En fait, tout est documenté et la loi, elle existe. Mais le problème, c'est dans l'implémentation. D'accord. Donc, la loi existe et on peut pas faire entrer un arbre qui n'est pas un arbre du pays, en fait. Et il doit passer par la quarantaine, mais la quarantaine n'existe pas. Ah oui, bah oui, elle Ça, c'est le n'existe plus en problème. tout cas. Oui. Ok. Donc ça, c'est le Bon, gros problème. Alors oui. bon, les insectes, on peut dire que les insectes, ils vont pas attendre uniquement l'import des arbres, mais ce sont des insectes qui vont venir par les frontières, ils vont voler, ils vont voyager, en fait, même parfois pour les insectes ou par exemple, pour le Leptoglossus ou la punaise des conifères qui fait actuellement des ravages sur les pins pignons, elle peut être amené sur des palettes de bois parce que cet insecte, il se cache dans le bois. Aussi, elle peut être ramenée sur des palettes qui viennent ou bien avec des bateaux, etc. Donc, il y a plusieurs types, plusieurs sortes que l'insecte arrive au Liban. Mais on sait aussi que un manque de quarantaine, oui, c'est le gros problème parce que même les palettes de bois où on amène beaucoup de choses, dans d'autres pays, ces palettes sont contrôlées, sont pulvérisées, avant d'être sur le quai d'un autre pays. Donc ça, c'est un problème surtout de quarantaine qu'on doit avoir au Liban. C'est comme la plupart actuellement aussi des ravageurs qui sont arrivés sur les cultures, dont par exemple la tuta absoluta. Tuta absoluta est un petit lépidoptère de la famille des Gelechidés. C'est une mineuse. Les larves se nourrissent sur les plants de tomates. Ils vont creuser des galeries dans les feuilles, les tiges, mais surtout dans les fruits. Ils peuvent causer des dégâts catastrophiques en fait pour les cultures de tomates et on peut avoir la totalité des fruits qui sont détruits. Donc après son introduction au Liban, ce ravageur a fait énormément de dégâts sur les plants de tomates. Et dans Mm. d'autres aussi des champignons ou virus qui sont arrivés au Liban, mais c'est uniquement à cause des imports de fruits qui n'ont jamais passé la quarantaine ou qui n'ont jamais été contrôlés pour les insectes ou pour les pathogènes de type champignon ou viral.
D'accord. Bah, du coup, maintenant, avec le changement climatique et les étés et les hivers de plus en plus chauds qu'on a au Liban, on a déjà le risque d'avoir des espèces arrivées chez nous par une extension naturelle, on va dire, entre guillemets, de leur aire de distribution. Donc, elles vont arriver dans les pays frontaliers, elles vont progressivement venir au Liban et pouvoir s'adapter. L'autre problème, c'est que quand on a des introductions accidentelles, comme ça, avec des fruits ou des arbres ou par le transport maritime, par exemple, elles ont plus de chances de pouvoir s'implanter. Oui, Donc, donc c'est aussi un autre oui, et problème. surtout qu'au Liban, on a une planche de température qui va être clémente à toutes les espèces. Oui. Donc, passe. Et ça n'existe pas dans d'autres pays, malheureusement, ou heureusement ou malheureusement, mais ça, c'est le gros problème du Liban. C'est pour ça que la plupart des espèces, elles peuvent trouver un lieu au Liban où elles peuvent trouver leurs Leur endroits bonheur. idéaux pour se pulluler. Mais moi, je voudrais en fait dire quelque chose parce que, bon, on a tous ces problèmes. Mais au Liban aussi, on a toutes les compétences requises pour pouvoir apporter des solutions à ces problèmes. Mais le problème, c'est surtout dans les stratégies et les politiques qu'on emploie qu'au niveau du ministère de l'Agriculture ou de n'importe quelle autre entité qui est en rapport avec les écosystèmes forestiers. Parce qu'on sait, par exemple, durant un certain temps, tout l'argent qui arrivait au Liban ou dans les écosystèmes forestiers, ça servait uniquement à la reforestation. Mais la reforestation, ça sert à quoi si on ne peut pas protéger nos arbres? Donc, c'est pour ça, pour moi, le mieux, c'est l'implantation d'un système de surveillance qui sera un système de surveillance rigide et qui sera un système de surveillance ciblé sur les problèmes qui peuvent être des insectes, des maladies, je ne sais pas, mais peut-être des problèmes liés à la physiologie de l'arbre à cause des changements de température, mais il faudra avoir ce système et ce système doit être implanté et on devrait avoir des données chaque année. Qu'est-ce qui D'accord. arrive dans cette forêt pour pouvoir remédier à la situation à temps? Bah, c'est Parce que si similaire on un ne fait pas peu. ça, Oui. oui, C'est un peu similaire à la philosophie bon, qui change de nom tous les 5 6 ans, mais IPM, Integrated Pest oui, Management, qu'est-ce que oui, ça s'appelle aujourd'hui? GAP, Good Agriculture oui, Practices. maintenant c'est GAP. D'accord. Et Good du coup, Agriculture Practice. d'accord, oui, bon, on verra comment ça va s'appeler dans 2 3 ans, Oui. mais l'idée que vous exposez là, c'est avec le début de connaissance ou la connaissance avancée qu'on a sur beaucoup d'insectes et d'autres problèmes en milieu forestier, eh ben, on est déjà en capacité de déployer ce réseau, on va dire. Oui, mais c'est ça, Et il manque une décision au niveau des autorités, en fait, pour dire qu'on a besoin d'avoir un système de surveillance pour protéger nos forêts et non pas un système de reforester uniquement pour le besoin d'avoir plus de plus surface d'arbres. verte si on n'est pas capable de les protéger. D'accord. Mais du coup, bon, c'est déjà une note d'espoir, on va dire, hein, ce que vous nous dites là. Mais ma toute dernière question, c'était, avec toutes les informations que nous avons aujourd'hui, et aussi avec une meilleure compréhension des écosystèmes forestiers et l'accent qui se met de plus en plus sur l'habitat qui entoure les arbres, plutôt que les arbres eux-mêmes ou les arbres seuls, comment est-ce que vous voyez la foresterie au Liban évoluer dans le futur? Oui, moi, dans le futur, je suis très optimiste pour les forêts au Liban. Déjà, en voyant la régénération naturelle dans les forêts et la surface qui a été reboisée artificiellement, en fait, on remarque qu'il y a déjà une grande différence avec ce qu'était le pourcentage des forêts au Liban il y a 60 ans ou 50 ans et quel est ce pourcentage actuellement. Donc, on a presque doublé le pourcentage dans l'espace de 60 ans au Liban Ouais, de c'est pas surface mal. forestière.
Oui, Oui, c'est pas mal, c'est très bien d'ailleurs. Mais maintenant, le seul problème, ce qu'il nous faut, c'est que maintenant, il faut passer plutôt à un autre acte qui est essentiel, c'est la préservation ou la conservation de ces surfaces forestières. Et non pas ces surfaces forestières. Maintenant, il faut avoir un système, plutôt un système d'aménagement et un certain niveau ou même introduire au niveau des universités au Liban ou des écoles agricoles ce qu'on appelle la sylviculture parce que au Liban on a presque maintenant plus que 13% de forêts denses et aussi 12% de forêts éparpillées. Donc ça fait moins, il y a à peu près 20% de la surface du Liban qui est un milieu forestier. Donc, on a besoin d'un cadre aussi d'aménagement forestier. Ce que je veux dire, c'est que la forêt peut être aussi un moyen de survie pour beaucoup de gens. Que ce soit, on a vu qu'on a le pain pignon qui est une production assez importante, mais aussi on peut aussi revenir à ce que faisaient nos ancêtres, c'est-à-dire avoir aussi euh, une production de bois au Liban, mais à condition que cette production de bois ne réduit pas la surface forestière. oui. Déjà, nos Euh, forêts sont oui. très peuplées dans certaines régions et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de problèmes d'incendie et on ne peut pas contrôler ces incendies à cause, parce qu'on ne peut pas De la entrer dans densité. Oui, de la oui, oui. densité dans les forêts. Donc ça devrait être aménagé. Donc maintenant, il faut passer à la conservation et à l'acte de préservation de ces forêts parce qu'on ne veut pas que ces forêts seront détruits ou bien par des incendies, ou bien par des insectes, ou bien par des maladies. D'accord. Bah, il y a deux choses que j'aimerais mettre en lumière ici. La première, c'est que la pratique de la sylviculture existe depuis très très longtemps au Liban. C'est une chose que j'ai appris à Tanourine. En Oui, fait, quand la première fois que j'ai fait le tour de la forêt, vous nous aviez parlé des cèdres qui étaient en forme de chandelier. Et qu'en fait, la oui, forme de chandelier typique du cèdre était faite par l'homme, parce que si on laisse le oui, cèdre tranquille, à partir de sa graine, bah, il va ressembler à un sapin plutôt que ce qu'on voit sur le oui. drapeau. Donc, une première chose qui me marque, c'est qu'en fait, on a toujours pratiqué la sylviculture et c'est une bonne idée, je confirme, d'avoir ça comme discipline et comme profession. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a eu, en fait, déjà dans la Bible, hein, tout ce qu'on dit des constructions et des bateaux avec le bois du cèdre, où on a probablement décimé des forêts entières. Et là, la décision revient à nous de voir quelle est notre priorité. Est-ce que c'est de remettre des cèdres? Est-ce que c'est de remettre des pins? Est-ce que c'est d'aller, on va dire, vers une gestion plus durable des forêts et d'être en capacité de produire du bois à nouveau? Déjà, nous, dans le temps, en fait, nos forêts au Liban ont servi pour beaucoup d'industries, que ce soit, et beaucoup de constructions, en fait, en bois qui sont faits partout dans le monde. Pourquoi pas maintenant aussi ces forêts reprendre cette activité de production de bois aussi? Alors, Oui. merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci pour les informations et puis pour le temps. C'est un plaisir. Merci. Oui, c'est pour moi aussi un grand plaisir aussi de parler un peu de l'entomologie forestière qui est très négligée au Liban. D'accord. Bon, bah, j'espère qu'elle le sera un peu moins après Oui, ça et merci encore.